Causons couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue à toi sur le podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te définirais ? Comment tu définirais ton travail dans la couture ? Oh, alors là, vaste question. Comment définir mon travail ? Je pense que c'est pas une définition, mais moi, dans mon mood de travail, je fais un peu ce que j'aime. J'essaie de faire des choses qui sont, comment dire, un peu universelles, avec un petit détail en plus. Ouais. Voilà, je pense que ma manière de travailler, ce serait comme ça. Je m'inspire énormément du vintage. Ouais. Et j'essaie de comment dire, de plaire. Non, pas plaire, parce qu'en fait, je m'en fiche si ça plaît ou si ça plaît pas. Tant mieux si ça plaît. Ouais. Et en gros, j'essaie de juste mettre ma touche dans des choses que j'aime faire. Voilà. Très bien. Donc tu crées des patrons, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était quelque chose qui était écrit ? C'est-à-dire que c'était un projet que tu avais à long terme ou à court terme ? Ou est-ce que c'est venu un peu comme ça ? Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivée à la couture et comment t'es arrivée à ces patrons de couture ? Alors, c'est pas du tout venu comme ça. À la base, moi, je suis diplômée des Beaux-Arts, donc j'ai mon bac plus 5 aux Beaux-Arts, donc bref, un diplôme. Et j'ai commencé la couture quand j'étais donc étudiante. Je faisais énormément d'installations, que ce soit en métal, en bois. Je travaillais plein de matières et le tissu, il est venu à un moment. D'accord. Parce que ça reste une matière, comme une autre. Voilà, c'est une matière comme une autre. Et donc j'ai commencé à travailler le tissu, ça a super bien matché. Et en sortant des Beaux-Arts, j'ai gardé un peu cet amour-là pour le tissu. Donc j'ai commencé à faire des vêtements. Donc j'ai commencé avec des magazines, des patrons du commerce. Et en fait, il y avait le côté créatif qui était toujours un peu dans ma tête, quoi. Donc j'ai commencé à modifier les patrons. Ouais. Et de là, j'ai commencé à créer des patrons. Et je crois que la première fois où j'ai pensé commercialiser un de mes patrons, c'est quand j'ai fait la robe Circle. Ouais. Et pourtant, c'est pas mon premier patron. Je me suis dit, ça pourrait être chouette. Donc, de là, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir en vivre un petit peu. Ça a plutôt bien pris. Et là, je me suis dit, vas-y, lance-toi carrément dans l'aventure, quoi. Et en termes de formation, est-ce que c'était beaucoup de touche à tout, etc. Ou est-ce que tu as vraiment décidé à un moment, quand tu as été intéressée par le fait de faire tes propres patrons, d'acquérir quelques bases solides en patronage ? Ouais, au début, j'étais totalement autodidacte, c'est-à-dire que je travaillais, quand je cousais pour moi, avant d'être dans tout ce qui est commercialisation ou quoi que ce soit, je travaillais à partir de patrons existants et c'était totalement de la débrouille et de la bidouille, quoi. Et tout ça. Et à partir du moment où l'idée de commercialiser des patrons est venue, je me suis beaucoup plus professionnalisée, entre guillemets, parce que je suis autodidacte, donc c'est un peu compliqué à dire. Mais j'ai étudié pas mal de bouquins. Donc là, dans ma bibliothèque, j'ai les DP Studio, j'ai les patronnés, les bouquins des éditions Xact où c'est écrit patronner tel truc et ainsi de suite. Ouais. Plus sur Internet. Ouais. Et en fait, j'ai appris comme ça. Et j'ai, on va dire, un esprit très, très logique en termes de 2D, 3D. Donc le modélisme et tout, c'est assez... Enfin, j'adore ça, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un jeu. Donc, j'ai assez pris le coup de main pour apprendre à modéliser des fringues, en fait. Très bien. Voilà.
Et tu as commencé, en fait, ton standard à toi, ça va être ton propre corps, en fait. T'es partie d'un patron qui est toi. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé le modélisme, je faisais qu'une seule gamme de taille. Et c'était vraiment lié à ma morpho, lié à ma taille. Donc j'ai créé mon propre tableau des mensurations. Donc au tout début, je rentrais dans la case du 36. Alors maintenant, j'y suis plus du tout, hein, mais j'ai gardé ce truc-là. Mais voilà, j'ai gardé ce patron-là, ce tableau-là, parce que je trouve qu'il correspond à ce que je veux refléter et tout en termes de morphologie, en termes de corps. Enfin, morphologie, j'aime pas trop ce mot-là parce que, bref, morphologie silhouette. Ouais, Et, la silhouette. Et je l'ai gardé, voilà. D'accord. Et quand est-ce que t'es passé justement à une deuxième gamme de taille? Comment ça s'est fait? Et en termes de travail, comment t'as réalisé ça? Alors ça, ouais, pareil, c'est une bonne question parce que au début, quand j'ai commencé la couture, j'étais seule dans mon atelier, donc j'avais pas forcément la vision de tous les corps. Et on va pas se le dire, enfin on va pas se mentir, c'est qu'en France, on est ultra grossophobe. Enfin voilà, on est grossophobe, même sans le vouloir. C'est juste que c'est dans la société et voilà. Et moi j'ai eu une stagiaire qui s'appelle Gabrielle que j'ai adoré travailler avec elle. Je me souviens un jour, elle est revenue d'une balade, je sais pas, et on a parlé des fringues et elle me disait moi ça me saoule parce que je peux plus m'habiller dans le commerce. Et pour moi quand elle m'a dit ça, j'étais en mode mais quoi? Enfin, comment ça tu peux plus t'habiller dans le commerce? Ouais. Et pour moi elle pouvait, enfin je me suis jamais posé la question qui peut ou pas s'habiller dans le commerce. Bref. Ouais. Et de là elle m'a dit sa taille et je me suis dit putain mais en fait tu peux même pas porter mes patrons quoi. Et je me suis pris une claque mais immense. Et de là on a travaillé donc la gamme 2 et donc en fait c'est grâce à elle j'ai ouvert les yeux sur ça et donc voilà, c'est vraiment la gamme 2 elle est arrivée à ce moment-là et comment j'ai fait pour la mettre en place. Là contrairement à enfin comment dire, je m'exprime très mal. Mais en gros la gamme 2 pour la mettre en place, j'ai dû aller chercher en dehors de la France. OK. Donc je suis allée étudier je suis allée regarder ressources, des ressources étrangères, que ce soit en Amérique, en Australie, en Angleterre. C'est vraiment des choses qui sont pas accessibles en France, je trouve. Oui, et c'est pour ça, on en reparlera avec Raphaël de Ready to Sew. C'est vrai qu'elle a justement partagé son travail de la mise en place d'une deuxième gamme de taille et elle a décidé de rendre libre en fait ces informations sur les grandes tailles parce que justement elle aussi elle est allée comme toi chercher à l'étranger un certain nombre d'informations et de matières pour réaliser ça et qu'elle s'est dit c'est pas possible, on peut pas rester en France sur une matière de travail qui est aussi pauvre en fait. Ah ouais, il y a rien en France. Enfin, c'est quand tu fais des écoles de mode, la mode à la française, c'est la mode un peu luxe, donc c'est être filiforme. Enfin, il y a pas de taille, il y a rien du tout, et c'est triste. Enfin, c'est même injuste en fait pour les gens qui veulent s'habiller et qui veulent coudre entre guillemets. Oui, je pense il y a quand même une grande proportion de personnes en fait plus importante qui ne va pas pouvoir s'habiller que celle qui va pouvoir s'habiller. En fait, totalement. C'est ça qui est triste. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je suis arrivée à faire la gamme 2 et j'ai commencé à la développer. Et en fait, j'ai eu des retours pas énormes, mais juste un ou deux retours qui me disaient ouais, trop bien, t'étends ta gamme de taille, mais rien que ça, moi j'étais ultra contente. Si j'avais qu'une seule cliente pour porter ma gamme de taille 2, je m'en fiche, je la ferais quand même en fait. C'est pas une question d'économie, de finance, là c'est vraiment une question d'éthique. D'éthique, ouais. Et aujourd'hui, en termes de vente, comment ça se passe? Tu vends les deux gammes ensemble ou les gammes séparées? Je vends les deux gammes ensemble. Quand tu achètes un de mes patrons donc pour le moment c'est sur Etsy, je suis en train de faire mon site. Ouais. Mais quand tu achètes un de mes patrons, tu reçois les deux gammes de taille. D'accord. Et est-ce que tu sais justement en termes d'utilisation, quelle est la proportion de tes clientes qui vont utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre? Je pense que c'est la gamme 1 qui encore est plus utilisée. Majorité. Ouais, et téléchargée. Est-ce que tu peux nous redire quelles sont les tailles comprises dans ta gamme 1 et ta gamme 2? Alors, je vais du 34 au 58. D'accord. Je vais chercher mon petit tableau détail, comme ça tu auras aussi... je te donne les mensurations. Ah bah attends, je les ai là. J'ai mes patrons pochettes devant. Donc oui, la gamme 1 va de la taille 34 à la taille 46. Donc en tour de poitrine, c'est 80 cm à 104 cm.
Ouais. Je donne un exemple là. Et puis, ma gamme 2, normalement, j'en ai là. Ouais. Et ma gamme 2, ça va du 46 au 58. Donc, en tour de poitrine, je vais du 106 au 142 cm. Donc, du 34 au 58. Ok. Voilà. Et moi, je fais 104 de tour de poitrine. Donc, en fait, je me retrouve vraiment à la lisière des deux, quoi. Ouais, c'est dans la gamme 1. Ouais. Petite poil, ouais. C'est dans la gamme 1. Et là, c'est vraiment sans l'aisance du vêtement. Oui, c'est vraiment le tour de poitrine. C'est pas le vêtement fini. Le tour de poitrine, ouais. Au plus fort de la poitrine. Et qu'est-ce que tu préfères réaliser, en fait, au-delà de l'idée créative du patron, qu'est-ce que dans toute la réalisation, on va dire technique de création d'un patron, du livret, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus ou quelque chose où justement t'aimes beaucoup moins? Moi, je pense que ce que je préfère, c'est la phase créative du truc, quoi. C'est vraiment, j'ai une ébullition et une effervescence quand je dois imaginer des modèles. Et ensuite, j'ai vraiment ça, c'est la phase créative et la phase où je dois mettre ce patron-là en numérique. C'est vraiment les deux phases que je préfère. Je sais pas laquelle choisir, mais je pense que le côté créatif, c'est mon truc un peu créatif, voilà, mon côté créatif. Ouais. Et le côté modélisme, c'est mon côté un peu studieux que j'aime bien remettre un peu sur la table. D'accord. Les formules mathématiques, les trucs et tout, enfin voilà, c'est deux trucs-là. Et est-ce que tu as de l'aide extérieure ou est-ce que tu réalises tout de A à Z complètement? Je fais tout de A à Z. Ouais, très bien. Tout de A à Z. Mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui m'aident pour les explications, par exemple. Ouais. C'est vraiment mon rêve, mais j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire, donc je le fais. Voilà. Très bien. Et quels sont en fait, comment est-ce que tu as posé les critères du type de présentation, d'explication et de mise en page de tout ce que tu proposes? Quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait un de mes profs qui disait une formule que je trouvais chouette. Pour expliquer les trucs, les projets qu'on faisait ou les installations et tout qu'on faisait, c'était même un novice ou un débutant doit comprendre ce que tu dis et ce que tu fais. D'accord. Et je trouve que, moi, c'est un truc qui m'est toujours resté en tête. En couture, je trouve que c'est un peu pareil dans les explications. C'est-à-dire que tu peux être une professionnelle de la couture, tu peux être autodidacte ou débutant. Logiquement, tu dois comprendre ce qui est dit. Après, tu es dans la capacité ou pas de le faire. Mais pour moi, c'est vraiment avec cette phrase-là que je commence à écrire, que j'ai commencé à écrire mes explications. Donc, je pars du principe que même des débutants ultra motivés pour des pièces un peu compliquées peuvent réaliser mes modèles. Et est-ce que tu mets des niveaux à tes modèles ou pas du tout? Ouais, je mets des niveaux. Après, donc j'ai niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Et des fois, je mets niveau débutant intermédiaire. Enfin, voilà. Ouais. J'ai pas... Et comment est-ce que tu vas chercher tes idées, justement? Est-ce que c'est des choses qu'on va te demander? Est-ce que c'est toi, une pièce que tu recherches, quelque chose que tu as fait pour toi? Comment ça se passe? J'ai deux façons de chercher des nouveaux projets. Soit quand je suis totalement à sec, j'ai plus aucune idée, je prends mes petits magazines vintage et puis je les feuillette et puis en fait, je vais voir un détail et ça va faire tilt. Je vais avoir direct une idée de ce que je veux faire. Ouais. Et là, du coup, je fais un croquis rapide et puis je me lance. Ou soit ça va être parce que je suis en manque dans ma propre garde-robe, par exemple de soupules, de basiques en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Dans mes patrons, il y a vraiment les basiques où là, c'était un manque personnel. Et les pièces un peu plus fortes où là, c'est parce que je suis partie vraiment de rien et il y a un détail qui a fait pop et j'ai un modèle qui est sorti, quoi. Et en termes de construction de collection, est-ce que t'essayes d'avoir un équilibre? Est-ce que tu as un projet, une projection sur... tu te dis à chaque saison, j'essaye de sortir un ou deux patrons ou c'est un peu freestyle? Oh, c'est totalement freestyle. C'est vraiment totalement freestyle. Là, par exemple, je viens de sortir le manteau et la salopette, donc Artie et Twiggy. Ouais. Je pense que tu as d'autres créatrices qui, dans ce cas de figure-là, auraient déjà 3-4 patrons en tête. Moi, là, j'ai rien du tout. Oui, là, tu es dans une phase post-créative. Ouais, c'est ça. Et ça se trouve, demain, je vais faire « Ah, j'ai une idée » et ça va venir. Mais là, j'ai vraiment rien du tout. Et ça me va. Parce que du coup, je me dis que c'est vraiment la carte blanche et que peut-être ça va popper et
Du coup, je vais pas être, comment dire, frustrée parce que j'en ai un qui est déjà en cours. Ouais. Voilà. Ça te laisse carte blanche justement pour créer autre chose. C'est ça. Et donc t'as vraiment, c'est vrai que dans ton dressing, je trouve qu'il y a ça qui est assez chouette. C'est vraiment, je pense au débardeur Marcel par exemple, Marcel dans ses multiples formes. Et puis t'as vraiment cette gamme de basiques qui sont pas forcément twistées, mais qui sont hyper pensées. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans par exemple sur Insta, c'est quand tu présentes le travail que t'as fait de recherche sur tes prototypes, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Donc, comme tu disais, quand tu avais une idée ou une envie, tu commences par un schéma, et comment ça se passe après? Ouais, en fait, du coup, donc il y a l'idée qui vient, je commence par un petit dessin, et ensuite de ce petit dessin-là, je regarde si dans mes bases de patron, j'ai pas quelque chose qui pourrait être donc facilement modifiable. Quand je dis mes bases de patron, c'est parce que en fait, j'ai vraiment un patron de pantalon de base, un buste de base, une chemise de base, vraiment des choses comme ça qui sont facilement modifiables. Ouais. Et du coup, de là, je pars de là, je modifie pour faire, par exemple, le débardeur Marcel. Je suis partie du buste de base. Et donc là, je le dessine en version papier. Ouais. Et donc je le coupe dans du tissu, je fais ma première toile, et ensuite c'est parti. Il n'y a pas un truc très élaboré, en fait. C'est vraiment... ça dépend du modèle. Ouais, si je donne l'exemple du modèle de Marcel, c'est vrai que il n'y a pas... c'est assez simple. J'ai le dessin, je fais le patron de base, je le couds, et après, il y a tous les prototypes qui s'en suivent. Par exemple, si je prends la chemise Square, qui est un modèle un peu plus graphique, là, j'ai dû faire comment on appelle ça? J'ai créé le patron sur le buste, directement, sur mon petit mannequin. Du draping. Voilà, du draping, c'est ça. Donc là, j'ai fait du draping, et à partir de là, une fois que le modèle est bien fait en draping, je reprends mes pièces de tissu pour refaire le patron à plat en papier, et je refais un autre test en couture. Ouais. Voilà, c'est ça. Et une fois que le patron papier est validé avec tous les tests, donc il peut y avoir il peut y avoir un proto, et ensuite ça passe directement à la version numérique. Ouais. Ou alors il peut y avoir une dizaine de prototypes parce que il y a la bretelle qui me plaît pas, ou parce qu'il y a un pli qui me plaît pas. Donc il faut que je remodifie le patron. Et voilà. Et justement, par exemple, Marcel, donc c'est Marcel EL et Marcel E2LE, donc c'est un duo de deux débardeurs que tu proposes. Comment est-ce que tu en es arrivé à ce projet double, on va dire? Parce que j'avais besoin des deux. Enfin, j'avais besoin. Non, j'aurais pu avoir besoin que d'un, mais en fait, j'avais envie des deux. Ouais. C'est vraiment quelque chose que, quand j'ai commencé à le penser, ce modèle-là, c'était vraiment le modèle à bretelles fines. Donc, Marcel. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est lui. Je confonds les deux. Mais ouais, j'avais vraiment besoin, parce que j'en porte tellement en été, et puis même au printemps, en dessous des chemises, des choses comme ça. C'est quelque chose, voilà, que je porte tout le temps. Et en fait, quand j'ai fait ça avec les bretelles fines, je me suis dit, ouais, mais il y a peut-être des personnes qui portent pas les bretelles fines, du coup, je vais faire ça avec des bretelles plus épaisses. D'accord. C'est vraiment venu de là. C'était pour faire en sorte de créer un basique qui puisse être accessible à plusieurs personnes, et qu'il n'y ait pas des cases, en fait, sur ce basique. Ouais. C'est tout. C'est vraiment tout bête. Est-ce que justement, sur ce type de patron, en gros, les gens qui vont te suivre pour le côté vintage, un peu 70s original, sont toujours présents sur des basiques, ou est-ce que tu viens avec les basiques chercher une nouvelle clientèle en plus? Comment ça se passe? Je sais pas du tout, tu vois, je me suis jamais posé la question. Je sais que j'ai des clients, clientes qui sont très présents. En général, les gens restent. J'ai toujours... Ouais, je sais pas. Si les gens qui sont plus attirés par les pièces un peu fortes restent pour les basiques. Vu qu'en général, mes basiques vont quand même avec mes pièces fortes. Ça se complète. Ouais, ça se complète. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et justement, je pense par exemple, alors j'ai pas les noms exacts, mais je pense à ton pantalon qui a des jolis... Les poches ou les vagues? Les vagues. Ah ouais, les petits vagues. Ouais, le Nessie. Le Nessie, donc, a des vagues sur les côtés. Il peut être aussi réalisé sans les vagues, sans ce petit détail artistique en plus. Est-ce que
est-ce que tu le vois plus réalisé avec ou sans? Est-ce que les gens s'emparent de tes détails graphiques ou pas? Alors, je sais qu'il y a eu plus de versions en mode classique. Ouais. Mais avec du tissu un peu plus peps. Donc ça reste quand même un peu... Il y a le côté un peu original, tu vois. Ouais. Mais il y a eu 2-3 versions avec les vagues. Mais c'est vrai que c'est la version classique qui fonctionne le plus avec ce pantalon-là. Surtout que je conseille dans le modèle de d'abord le coudre en version classique, de toute façon. Pour voir si il convient. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un pantalon, donc ça reste toujours compliqué de faire un pantalon qui te va parfaitement. Donc il y a des toiles. Et faire des toiles avec la version ondulée, ça demande plus de temps. Forcément. Donc, voilà. Et justement, sur le pantalon, j'avais déjà reçu d'autres créatrices qui me disaient que c'était quand même on va dire une pièce à vendre qui était plus compliquée, justement, et qui faisait plus peur. Est-ce que toi, en termes de niveau de vente, tu vois que les pantalons, c'est plus compliqué que le reste? Ouais, les pantalons, c'est plus compliqué parce que les gens ont peur de se lancer dans le pantalon. Et je trouve que c'est d'autant plus compliqué quand c'est dans des pantalons qui sont un peu plus proches du corps. Ouais. Parce que là, c'est sûr, il y a des toiles à réaliser. Quand c'est des pantalons un peu plus larges, par exemple, mon pantalon Neta avec les poches sur le côté, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas proche du corps. Donc, une fois que ça va à la taille, il n'y a pas forcément beaucoup de modifications à faire. Alors que le Nessie, vu qu'il est proche du corps, oui, il y a moins de ventes, mais en même temps, il y en a quand même, parce que vu que moi, il y a la petite touche, les gens, peut-être qu'ils le mettent dans leur patron tech en mode plus tard, je le ferai, mais ouais, je sais pas. Est-ce que comment tu fais tester tes patrons? Parce que je vois que tu avais déjà fait des appels à testeurs ou à testeuses. Comment ça se passe? Tu as combien de personnes? Comment tu les accompagnes? Comment se réalise un test avec toi? Alors, comment dire? Moi, ma manière de travailler, c'est que je réalise des toiles. Donc, dans ma taille, ma gamme de taille 1, la taille qui est la référence, c'est la taille 38. Donc, c'est ma taille. J'essaie de le coudre sans les modifications. D'accord. Ça me va pas tout le temps parce que, comme je te disais, je suis plus dans une seule et même case. Mais bref, je le couds dans ma taille. Et ensuite, en gamme 2, je le couds en taille 50. Et j'ai une de mes testeuses, je lui envoie une toile. D'accord. Pour voir si déjà ça taille bien en taille 50. Parce que vu que c'est la taille de base, il faut que ça taille bien en taille 50 pour pouvoir lancer le test. Ok. Donc de là, je lui envoie, elle me fait un retour et je fais les premières modifications sur le patron avec son retour. Ok. De là, ensuite, une fois que c'est fait, j'envoie ça à toutes mes testeuses. Enfin, j'envoie ça à toutes mes testeuses, celles qui m'ont dit oui, on est ok et on est dispo pour ce test-là. Ok. Et le test se lance. Donc mes testeuses, j'ai une team en fait, une petite team de testeuses qui sont trop chouettes. Enfin bref, je les remercierai jamais assez. Elles sont 25. D'accord. J'ai 25 testeuses et en fait, je leur envoie un mail en disant là, je vais sortir un patron, par exemple du manteau ou du pantalon. J'ai besoin de plusieurs filles pour le tester, qui est dispo et qui est ok pour tester ce modèle-ci parce qu'il faut que ça leur plaise et il faut qu'elle soit disponible pour les dates. Tout à fait. Et là, elles me répondent. Une fois qu'elles me répondent, du coup, je leur envoie le modèle. Et moi, dans ma manière de travailler, c'est que je leur demande une toile, seulement une toile, pas de vêtements finis. Voilà, c'est pas ce que je leur demande. Je veux juste voir si ça taille bien, en fait. C'est vraiment ma priorité. Ouais. Et est-ce que dans ces cas-là, si elles, comme tu disais, toi, tu n'es plus dans une seule gamme, dans une seule taille, si elles sont, par exemple, sur un pantalon aux hanches et à la taille sur 2 tailles différentes, est-ce qu'elles peuvent grader et est-ce que ça valide quand même le test ou pas? Ouais, elles peuvent grader, ouais. Parce que de toute façon, on peut pas être dans une seule et même taille. Donc, bien sûr. C'est pas possible. Sachant que quand je leur envoie les tests, j'envoie aussi mes explications. J'essaie. Les 2 derniers tests, j'ai envoyé les patrons sans les explications. C'était un peu compliqué, mais elles ont géré. En général, j'essaie d'envoyer les explications en même temps. Et dans les explications, il y a des pages concernant les adaptations et les modifications du patron. D'accord. Du coup, elles peuvent le faire. C'est normal. Enfin, pour moi, c'est un peu logique qu'elles le fassent si elles sont entre 2 tailles. Oui. Ou en disant, moi, je l'ai réalisé avec tel type d'adaptation pour que toi, tu comprennes ce qui a été fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, elles me renvoient, elles me font un retour, et de là, si par exemple elles me disent qu'il y a trop, de hauteur par rapport à la taille ou quoi que ce soit, je modifie, tu vois. Et puis en fonction des testeuses, je commence à connaître s'il y en a une, il y en a une qui va tout le temps rallonger les manches, par exemple, ou raccourcir
tire le buste. Ça, voilà, c'est bien d'avoir, je trouve, une team de testeuses où on connaît leur morphologie, leur silhouette, leur taille, pour savoir ce qu'elles vont modifier directement, en fait. Oui. Oui, bah c'est des choses dont moi je parle quand je présente justement mon travail de coaching en images, où justement c'est super important de se connaître, particulièrement en couture, parce que, et souvent c'est des choses sur lesquelles on n'a pas posé des mots, mais qui, si on a l'habitude d'avoir des manches trop courtes, trop longues, ou de tirer sur son pull, ou justement de trouver qu'il est toujours trop long, ces choses, on a conscience en fait de nos proportions, et c'est super important pour coudre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tous les retours de mes testeuses, j'essaie de les prendre en compte, parce que, comment dire, j'ai eu pas mal de mes testeuses qui m'ont dit qu'elles faisaient des tests et qu'elles envoyaient ça, qu'elles donnaient des réponses aux créatrices et qu'il n'y avait pas de retour. Et je trouve ça fou parce que, c'est un test. Du coup, tu prends tous les retours, tu les notes. Ok, il y a des retours où c'est une question esthétique, ou c'est une tournure de phrase, tu peux ne pas en tenir compte. Mais en termes de sizing, je trouve que c'est super important de prendre ça en compte. Mais sinon, ça sert à rien de faire un test, en fait. Bah ouais. C'est tout l'intérêt du texte. Oui, mais j'ai déjà lu des gens qui exprimaient justement cette façon de ne pas avoir été entendus, d'avoir et puis même des gens qui avaient utilisé un patron qu'ils avaient acheté, et de faire un retour en disant là en fait il y a des crans, ça marche pas, là il manque une pièce qui a été oubliée, et les erreurs ça arrive. Oui, moi, mais il faut les modifier. Oui, il faut les modifier, et puis aussi de faire un retour en disant merci pour le retour, ou justement, on en parlait l'autre fois sur des bouquins. Le bouquin a beau avoir été relu 50 fois, il peut toujours y avoir des erreurs, et c'est exactement la même chose pour des patrons, en fait. Oui, bah ouais, c'est sûr. Surtout qu'en fait, il y a beaucoup de créatrices qui sont comme moi, qui sont à travailler toutes seules. Et en fait, on a les yeux sur l'ordinateur et au bout d'un moment, on n'y voit plus rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, les fautes d'orthographe, il y en a. Des erreurs d'étourderie, il y en a. Et moi, je préfère qu'on me fasse 10 fois le même retour la même journée. Et là, je dis, ok, c'est bon, je vais modifier, c'est sûr. Ça me dérange pas du tout qu'on me fasse des retours, et bien au contraire, c'est même... moi, j'en suis ultra satisfaite des gens qui viennent me dire, il y a une petite erreur sur ton patron. Et ça, c'est cool. Oui, je pense qu'après, c'est aussi une question de personnalité, mais... Ouais, mais je peux comprendre que ça fasse peur d'aller dire ça aux créateurs et créatrices. Ouais. Moi, je pense que ce qui est le plus triste, c'est ceux qui veulent pas l'entendre, ou en tout cas qui disent... moi, j'ai vu sur différentes personnes, là, j'ai pas en tête, et puis même si je savais, je le dirais pas forcément, mais qui disent, en fait, non, ou il y a pas de problème, ou j'ai pas envie de le changer, ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve que... c'est une forme de décence, de respect, de dire ok, il y a un truc qui va pas, je prends le temps d'aller regarder à minima, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je suis totalement d'accord. Mais voilà, c'est vraiment un truc, moi, qui me tient à cœur, c'est le retour des testeuses. Et une fois que le patron est sorti, c'est le retour des clientes et voilà. C'est le plus important, je trouve. Puis que ce soit positif ou négatif, parce que même un retour négatif, en fait, ça te fait évoluer. Tu te demandes, mince, pourquoi la personne, elle est pas contente. Bon, après, il y a des cons. Partout. Voilà. J'en ai eu aussi, et il y a rien à faire contre les cons. Mais voilà. Oui, mais c'est ça, il y a encore une fois une façon de l'exprimer. On peut dire, j'ai pas eu une bonne expérience parce que j'ai pas réussi ça, et on peut aussi d'abord, en premier lieu, t'en parler en privé, en expliquant que là, t'as pas... que les schémas étaient pas assez clairs pour la personne, ou je sais pas quoi, Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui sont... Enfin, moi, là, quand je parle de la personne qui m'a totalement incendiée, c'est que je crois qu'elle m'avait écrit, il était 2h du mat, donc forcément, je dormais. Et elle avait pas eu de réponse avant le matin. Et elle m'avait mis incendie en mode, c'est inadmissible, vous mettez trop de temps à répondre, nanani. Enfin, bref. Et j'étais en mode, quoi Bonjour. Oui, je pense que avec toutes les personnes que j'ai pu recevoir ici, il y a toujours eu cette question de petits entrepreneurs, et même sur les grosses boîtes, les gens, s'ils n'ont pas une réponse dans les 5-6 heures, ils râlent. Moi, je me souviens d'avoir travaillé avec Élise de The Comptoir, qui a une petite entreprise de broderie. Bon, si t'as pas répondu, et si t'as pas renvoyé le truc, et si t'as pas fait un feedback tout de suite, les gens, pas tous, mais certains peuvent être très... Puis on retient le négatif. C'est ça aussi. C'est sur le salon, il y avait des discussions. Et c'était beaucoup... il peut y avoir 100 retours positifs, avec un négatif. On a tendance à rester sur le négatif. C'est horrible, ça. Mais bon, ça fait partie du boulot. Oui. Après, c'est ce que disait Monsieur Bretzel dans l'entretien qu'on a fait justement au CSF, c'est qu'il disait qu'il faisait des petites screenshots, des petites
copie d'écran, en fait, des petits mots positifs. Et en fait, ça, je trouvais ça super sympa parce que je me dis, en effet, quand on se prend quelque chose de pas sympa, ça peut être vraiment salvateur de savoir qu'on a un petit album ou un petit... relire tous les trucs positifs, c'est vrai, c'est pas bête. Et de se dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont très contents ou qui apprécient notre travail, plus qu'une personne un peu mal embouchée un matin ou un soir qui a lu un truc. Ah ouais, là... Aujourd'hui, t'en as parlé il y a quelques semaines, quelques mois. T'as repris un travail dans l'encadrement. L'encadrement, c'est quelque chose que tu faisais avant ou comment ça... C'est pareil, c'est en sortant des Beaux-Arts, il me fallait un job, voilà. Et je suis rentrée dans cette boîte-là en tant que vendeuse. Et en fait, j'ai tellement adoré regarder donc Carole, celle qui était encadreuse à l'époque, travailler, que je suis montée à l'atelier rapidement et elle m'a appris rapidement à le métier d'encadreuse. Et en fait, pareil, je suis tombée dedans. Enfin, c'est un métier manuel et j'adore ça. Enfin, c'est un truc où il y a beaucoup de maths aussi parce qu'il faut mesurer, enfin voilà, c'est au millimètre près. Et ouais, je suis carrément tombée dedans. J'ai travaillé dedans il y a quelques années. Et en fait, j'avais fait une pause pendant 3 ans parce que je voulais voir si Domum c'était fiable et si ça fonctionnait. Ce qui était le cas, sauf depuis quelques mois parce qu'en ce moment c'est un peu la crise partout. Ouais. Donc il me fallait un nouveau job salarié. Et j'allais chercher un boulot et en fait Carole est venue me voir et il cherchait quelqu'un. Donc moi j'ai fait OK, je suis là. Je suis là. Je suis là. Donc ouais, j'y bosse 2 jours par semaine. Et c'est trop chouette parce que c'est un job salarial, donc clairement il y a la stabilité de l'emploi. Ouais. Et en même temps, c'est un truc que j'aime faire, c'est ultra manuel et c'est dans l'artisanat aussi. Donc, je pouvais pas rêver mieux pour un job entre guillemets alimentaire. Ouais, qui te nourrit en plus d'être juste alimentaire en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Enfin, qui te nourrit l'esprit. Oui, ouais, c'est ça. J'y vais pas à reculons, quoi. Je suis contente d'y aller, ça passe vite. Enfin, tu vois, c'est chouette. Et ça te laisse de la place justement pour continuer de développer Domum, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça me laisse tout le reste de la semaine, donc c'est bien. C'est vraiment un milieu, c'est un bon équilibre. C'est ça, un bel équilibre. Et justement, en termes de développement de la marque Domum, comment ça se passe? C'est quoi tes projets, tes envies, tes rêves? Je sais pas. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment un peu au jour le jour. Et là, le truc le plus loin où je me projette, c'est en février. J'ai un salon en Belgique, donc à Bruxelles. Mm-hmm. Et voilà. Je suis pas quelqu'un qui veut grandir. Enfin, je fais ce que j'aime, à ma petite hauteur. Si ça fonctionne, je suis contente parce que voilà, je pourrais en vivre. Mais si avec Domum je peux juste payer mon loyer et me nourrir, je suis ultra contente, tu vois. Enfin, c'est pas, oui. Je suis pas dans l'optique de grandir énormément et. Alors peut-être pas. Ma question c'était peut-être pas forcément en termes de plan financier, oui. Mais en termes de développement de l'entreprise, comme est-ce que ce serait, je sais pas, créer des collections? Est-ce que ce serait partir sur des créations plus waouh encore? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait un rêve pas forcément basé sur le développement d'une entreprise au sens marketing, etc. du terme, quoi, et financier? Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai quelques idées de collab avec avec des gens. Voilà, ça reste secret. Ouais. J'ai des collabs et tout, mais c'est juste dans les tuyaux pour le moment. On n'a pas parlé de ça. Mais ouais, je pense que à l'avenir, j'aimerais bien travailler un peu plus avec des personnes. Comme on parlait hors enregistrement, quand on travaille à son compte, on est souvent seul. C'est ça. Et du coup, j'aimerais bien faire des collabs. Là, je sais que j'ai 2 trucs dans les tuyaux pour Bruxelles, avec 2 illustratrices, parce que j'adore l'univers de l'illustration. Wow, il était dur ce mot. Du coup, il y a ça. Mais ouais, en fait, je pense que mon but, ce serait de continuer à travailler en faisant des modèles, en sortir des modèles de temps en temps, pas forcément des collections, mais et à côté aussi travailler avec des gens. Ouais. Garder la ligne directrice que j'ai déjà avec Domum, c'est-à-dire sortir des patrons de temps en temps, et en même temps essayer de faire des collabs. J'avais déjà fait des étiquettes, j'aimerais bien en refaire. Ouais. Et puis voilà, voir si je peux faire des collabs avec d'autres personnes pour un peu sortir de mon univers aussi. Ouais. T'enrichir, compléter.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si ma réponse était claire, mais parce que c'est pas clair dans ma tête non plus, je pense. Donc, en fait, oui, avoir un développement artistique, créatif au niveau de ton entreprise, pas forcément lié au patron en tant que tel, là, tout de suite comme ça. Ouais. Pourquoi pas, mais autour de cet univers, peut-être de la couture ou et de lier tout ça avec du créatif et principalement penser à d'autres gens pour travailler en collaboration, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, tu résumes mieux que moi. J'essaye. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues de faire de coudre pour toi au-delà de tes patrons ou pas et est-ce que tu fais des patrons d'autres personnes ou en fait aujourd'hui tu te retrouves assez équipé, on va dire, avec ce que tu as comme patron et comme patron de base pour réaliser ce que tu veux pour toi? Alors la couture pour soi, ça dépend des modèles que je développe. On va dire que par exemple pour le manteau arty, moi il me fallait un manteau, donc oui, en faisant mes protos, je me suis cousu un manteau pour moi. Mmh. Mais en même temps, c'est toujours pour Domoum. Ouais. Donc oui et non, ça dépend vraiment des modèles. Ouais, c'est par exemple là en ce moment, j'aimerais bien me coudre un sac pour ranger mon ordi, j'ai pas le temps. Ouais. Et j'ai pas le temps, donc là je suis en train de chercher un modèle de patron. Et je pense que j'en ai trouvé une petite créatrice là pareil qui a sorti un sac trop cool, j'ai plus le nom en tête. Et là je vais me prendre le temps de le coudre parce que c'est une utilité, enfin là j'en ai besoin. Ouais. Pour sortir avec l'ordinateur. Mais sinon non, j'ai pas le temps de coudre pour moi. En vrai, faut que je le prenne. Enfin c'est ça. Faut que je prenne le temps de coudre pour moi. Comment dire, est-ce que je couds pour les autres? Non. Sauf pour les cadeaux de Noël. Et par contre, je développe les modèles, les patrons d'autres marques comme Retro Reset. Oui. Ouais, Laura m'a contactée il y a quelques temps et en fait, on a eu un trop beau feeling toutes les deux et du coup, je travaille pour elle. Je lui fais ses patrons de couture. D'accord. Et ça, c'est dans les tuyaux, encore une fois. Voilà. Et donc, c'est elle qui vient avec l'idée créative et toi, tu mets en... Tu modélises, en fait, c'est ça? C'est ça. Elle m'envoie... En fait, elle travaille avec donc Lucie, qui est de Bruxelles aussi. Wabi. Désolée Lucie, je confonds, j'ai un gros trou si elle va écouter. Et bref, voilà. En fait, elle fait le patron à plat, à papier, avec Laura à Bruxelles. Comme ça, Laura valide la forme. Et une fois que le patron est validé, elle me l'envoie. Ouais. Et moi, je le modélise, je le numérise, je le fais sur... Enfin, comment dire, je fais tout sur ordinateur, en fait. Moi, c'est ça, le travail que j'ai avec Laura. Oui, cette façon, quand tu disais ce que tu aimais bien dans le travail, c'était entre autres cette phase un peu geek de gestion technique, de mise en informatique du patron, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Très bien. Et ça, c'est quelque chose que tu t'aimerais développer, peut-être avec d'autres personnes, ou pour l'instant, ça te convient comme ça? Non, j'aimerais bien le développer. Je sais qu'il y a il y a une autre personne belge qui m'a... Enfin, une autre personne belge, une belge, voilà quoi. N'importe quoi. Une autre personne qui m'a contactée pour que je le fasse. Donc ça, pareil, ça va potentiellement venir cette année. Et j'ai une autre marque de patron qui m'a contactée aussi et que c'est en cours là depuis quelques mois. Je suis en train de faire un modèle pour cette personne. Très bien. Oui, c'est vrai que c'était quelque chose dont tu ne t'étais pas caché et c'était d'une activité dont tu parles assez facilement. Donc forcément, les gens qui peuvent être en recherche de ce type de prestations ont su te trouver suite à ça, quoi. C'est ça. Et après, je suis pas là pour créer les patrons des gens. Je suis vraiment là, une fois qu'ils ont le truc en tête. De modéliser une idée, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est vraiment ce que j'aime. Je suis pas créatrice, je suis là, je suis modéliste, quoi. C'est, voilà. Ouais. Je préfère le dire parce que il y en a plein qui viennent avec... Enfin, je vois ça avec l'atelier de Charlène, par exemple. Ouais. Charlène à Rouen, elle a un atelier, donc l'atelier Claude Tormé. Je donne des cours de modélisme et de couture. Et t'as beaucoup de personnes qui n'ont jamais cousu, jamais fait de vêtements, qui viennent et qui disent je voudrais commencer parce que je voudrais créer ma marque. Ok. Sauf qu'en fait, c'est impossible de débuter la couture pour moi avec une idée en tête. Impossible. C'est possible, mais c'est très compliqué. Et du coup,
ils pensent avec les ateliers modélisme que je vais pouvoir leur faire les vêtements de A à Z. Alors que c'est pas possible. Enfin, pour moi, je sais pas comment expliquer ça. Je divague totalement, mais voilà, c'est... Non, mais c'est intéressant justement parce qu'on voit aujourd'hui énormément de créatrices plus ou moins jeunes, mais des nouvelles marques en tout cas qui apparaissent sur le marché. Et, y en a... et parfois avec beaucoup de succès et beaucoup de qualité, parfois beaucoup moins. Et donc la question est de se dire justement quel est le background de ces gens, quel est leur profil, d'où ils viennent, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'acquérir, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'amener sur le marché en plus. Ouais. Et toi, tu en vois justement dans ces ateliers, quoi. Oui, il y a des gens qui veulent vraiment débuter, faire lancer leur marque, alors qu'ils n'ont pas du tout un pied, même pas un orteil dedans. Et c'est bien, parce que quand on a l'envie, en général, on fait des choses bien. Mais il faut vraiment se donner les moyens. Et c'est juste qu'il y a le côté apprentissage qu'ils mettent un peu de côté, je trouve. C'est vraiment, ils veulent apprendre à coudre, faire leurs vêtements tout de suite. Alors que pour moi, c'est apprendre à coudre, apprendre à créer un vêtement. Le modélisme, c'est long. Enfin, c'est pas un truc en 3-4 cours, t'as fini et t'as appris le truc, quoi. Ouais, il faut prendre son temps. En tout cas, pour moi, c'est ça, la couture. Enfin, voilà, encore une fois, prendre son temps. On a eu une table ronde, du coup, au CSF avec Hélène, Jess et Elodie. Oui. Et je n'ai plus son prénom. Géraldine. Géraldine, c'est ça. Et du coup, on a parlé aussi du rapport de prendre son temps en couture. Ouais. Là, de la fast couture qui émerge de partout en ce moment. Ça va avec la fast fashion. Bien sûr. Et on a parlé de ça. Et les gens, j'ai l'impression que dans la création, ils sont pareils maintenant. Ouais. Ils veulent apprendre et créer vite, tout de suite, pour pouvoir vivre de ce qu'ils font. Enfin, je sais pas si tu comprends ou si tu en fait, je veux dire. En fait, moi, pour avoir parce que le sujet, je le trouve hyper intéressant. J'aime bien un petit peu, comme on va dire, démystifier ces paillettes que sont tout ce qu'on envoie sur la couture. Oui. Et de se dire, en fait, il y a un grand nombre de créatrices qui ne se payent pas ou qui ne se payent pas beaucoup. Et ça, je pense que les gens n'y pensent pas. Et donc, ça envoie un peu du rêve. Il y en a plein qui vont se dire, moi aussi, je vais essayer, je vais le faire, je vais tout claquer, je vais commencer. Sauf que les gens n'ont pas... Enfin, c'est pas forcément partie d'une passion. Il n'y a pas... Et en fait... alors après, si les personnes sont des rois ou des reines du marketing, il y a des choses qui sortent. Mais c'est vrai que on voit bien que ce qui peut émerger positivement, c'est des marques qui vont avoir vraiment une identité, ouais. Une identité vraiment marquée, comme la tienne par exemple, je trouve, qui se démarque de ce côté-là, et où il va y avoir une histoire, où il va y avoir beaucoup de couture avant de se lancer dedans, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de connexions, ou alors il va y avoir des choix sur éthique, sur la façon de réaliser, etc. Je pense que sans une identité forte aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et puis qui dit identité forte dit une envie et une idée et des convictions et des choses comme ça, et forcément un chemin, et c'est forcément plus compliqué, quoi. Mais tous ces chemins sont semés d'embûches. Enfin, on voit bien celles qui commencent et puis qui n'en vivent pas, qui commencent et puis qui finissent par s'arrêter parce que, en effet, pour travailler avec d'autres personnes derrière le rideau et discuter en fait de ce qui se passe dans les coulisses, comme tu le dis, 2024, ça a été une année, 23-24, là, c'est éprouvant pour tout le monde, le monde, quoi. Et on le voit bien, c'est les petites marques de fringues même qui s'écroulent. Enfin, les grands reprennent beaucoup de marge et les petits perdent plein de choses, quoi. Bah ouais. Donc, mais c'est compliqué, encore une fois. Mais je pense que les gens, vu que tout se passe par les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve. Beaucoup, ouais. Les gens pensent que quand t'as 20, 40, 50 000 abonnés, tu vis de ce que tu fais. Alors en fait, ça ne reste que des abonnés. En fait, ça ne remplit pas ton compte en banque. Voilà, c'est ça. C'est juste c'est juste des gens qui te suivent et c'est pas forcément des acheteurs et des clients. Ouais. Et c'est bien parce que c'est des gens qui te soutiennent, donc ça fait plaisir, il y a beaucoup d'interactions ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est pas eux, comment dire ? De toute façon, tu payes pas ton loyer en abonné sur Insta, en fait. Non, voilà, c'est ça.
Et je pense que les gens, ils se perdent là-dedans, tu vois. Ils se disent, ah, c'est bon, elle fonctionne bien sur les réseaux, ça fonctionne bien, du coup, faut faire pareil, et peut-être que moi, je vais en vivre aussi. Et du coup, il y a le truc de ultra rapide, parce que des fois, il y a des gens qui, en 2 jours, percent sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou quoi que ce soit. Et en fait, t'as l'impression que s'ils mettent un produit dessus, ça va s'arracher. Oui, ça va peut-être s'arracher la première fois, mais après, non. Pour avoir fait pas mal de formations et d'échanges sur le marketing, tu peux avoir 300 abonnés et vivre de ton activité. Patron ou pas patron, à partir du moment où c'est 3 abonnés qui payent à chaque fois que tu sors un truc, ça le fait. Si t'en as 10 000 et qu'il y en a 3 qui achètent à chaque fois, ça le fait pas. Et donc c'est pas une question d'abonnés, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais encore une fois, c'est la poudre aux yeux des réseaux. Non, mais je pense que c'est intéressant. Toi, de ton point de vue d'entrepreneur, de ton point de vue à toi, et puis du fait de donner des cours de modélisme et de croiser des personnes qui ont des ambitions et des envies et à qui tu peux leur dire, en fait, c'est pas, le chemin, il est pas forcément comme ça. C'est ça. Et puis du coup, quand les gens viennent pour que j'ai eu par exemple un mec qui est venu et il voulait sortir une marque, il voulait créer sa marque un peu streetwear. D'accord. Et je lui fais ok, il y a pas de souci, ça on peut le faire ensemble, mais d'abord je vais t'apprendre à faire un buste de base, parce que si tu veux ensuite pouvoir faire d'autres fringues, c'est ce qu'il faut. T'apprends à faire un buste de base, t'apprends à comment est monté le vêtement, et puis ensuite, c'est bon, t'es parti, tu peux le faire, voilà. Sauf qu'il voulait pas, il voulait absolument au début faire son t-shirt, sauf que même moi, je peux pas lui faire un t-shirt comme ça, vu que je sais pas ce qu'il veut en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les gens, ils comprennent pas vraiment. Oui, ils ont une idée du produit fini, mais ils savent pas exactement quel est le chemin pour y arriver. Et toi, tu as beau leur dire, il faut faire à étape 1, 2, 3, 4. Lui, il dit, non, je veux la 5. En fait, c'est pas possible. Surtout pour un cours de modélisme. C'est compliqué. Et je pense que c'est ça dans tout maintenant, de toute façon. Il n'y a pas que dans la couture, il y a ça partout. Donc, oui, c'est apprendre à prendre son temps, et c'est vrai qu'on peut reprocher des choses peut-être aux écoles d'art, aux écoles de couture aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment aussi quand même ce chemin-là qui est fait malgré tout, quoi. Et puis si on passe pas par une école de couture, comme tu dis, commencer par la bidouille, les tests et essais, essayer, apprendre, et finalement, parfois, apprendre avec des bouquins, ça veut dire essayer encore plus longtemps, encore plus fort, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de réessais. Ouais, c'est ça. Et c'est très formateur. Ouais, c'est ça. Moi, le nombre de fois où je me suis plantée au début, mais c'est incalculable. Quand je revois les premiers vêtements que j'ai cousus, je fais « Oh, c'est quoi ce truc ?» Mais bon. Et après, il y a encore une fois, il y a des personnes qui sont très manuelles, donc qui vont apprendre très vite, et t'as des gens qui vont avoir besoin de plus de temps, plus d'explications, et voilà, c'est chacun son rythme, et il faudrait le prendre. Oui, mais comme tu dis, si toi, le côté créatif, j'imagine que quand on veut créer des vêtements, c'est ça. Mais je me souviens avoir discuté aussi avec Majam, par exemple, qui disait que c'était pas forcément le côté créatif. Pour elle, c'était vraiment partager, essayer de donner aux gens envie de coudre, etc. Finalement, chaque créatrice va avoir ses kiffs ou ses compétences majeures à différents points de la création. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre aussi, quoi. Par exemple, Laura, Rétro Reset, elle, je sais qu'elle adore la com. Ouais. Elle, c'est la com, c'est son dada, c'est vraiment ce qu'elle adore. Moi, la com, c'est ce que je déteste. C'est vraiment, mais si je pouvais m'en passer. Oui, c'est ça. Et entre différents entrepreneurs, on se rend compte qu'on a chacun nos compétences fortes, ou nos coups de cœur, nos facilités, et même nos énergies. Comme on disait, moi je disais par exemple que le CSF, ça m'avait rechargé mes batteries, et toi tu disais que ça t'en avait pris, même si c'était super positif comme rencontre. En fait, suivant l'énergie de chacun, on va pouvoir aussi. C'est ça qui est difficile quand on bosse tout seul, c'est qu'au contraire, on peut pas faire une équipe avec le positif de chacun et de faire un truc super super fort. Mais le CSF, c'est ça. Moi, j'ai adoré rencontrer les gens en vrai, j'ai adoré discuter. Sur le moment, c'était génial. Mais en rentrant chez moi, j'étais contente parce que moi, pour me recharger, il faut que je sois seule, tu vois. Et du coup, j'ai pris 2-3 jours où allez, on reprend,
et on y retourne. C'était très positif, ça c'est sûr. Mais il y a des gens en plus là, c'était une édition, mais elle était folle. Il y avait tellement de monde. Oui, je crois que ça, ils ont explosé les nombres de personnes qui sont venues. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, ouais. C'était trop chouette. Mais oui, ça permettait de voir plein de gens. Moi, c'est ce que je préfère dans ce genre de lieu, quoi. C'est pas tant les achats et Oui, c'est ça. C'est vraiment les rencontres et les retrouvailles, on va dire, avec les gens. Même avec les gens que t'as jamais vus en vrai, avec qui tu discutes régulièrement, c'est comme t'as l'impression de te retrouver. T'as l'impression de retrouver des copines, ouais. C'est ça. C'est trop cool en vrai. Et est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais faire plus régulièrement ? C'était la première fois que tu venais au CSF ? En tant que visiteuse, j'y suis allée pas mal de fois. Ouais. Mais à chaque fois quand il n'y avait pas trop de monde, parce que encore une fois, voilà, la foule et moi, ça fait pas bon mélange. Je suis vite stressée. Ouais. Là, ça a été bizarrement, c'était trop chouette. Et par contre, j'aimerais bien le faire en tant qu'exposante. Bon, pas tout de suite parce que c'est déjà faut pouvoir réserver. Ouais. Il faut avoir une manne financière pour réserver. Ouais, c'est ça. Que ce soit le stand ou pouvoir produire aussi physiquement les produits. Oui. Il faut pouvoir le faire. Mais je sais qu'à Bruxelles, là, le 14 et 15 février, ça va être mon premier salon solo. Oui. C'est sur 2 jours. Et c'est l'art du fil, je crois oui, c'est l'art du fil. Donc on verra bien comment ça va se passer. Ça va être une première expérience et ça va être cool, je pense. C'est un salon qui est organisé par Rebecca de Marcel Fabrics, qui a décidé de créer un événement dans la région de Bruxelles. Ouais. Donc n'hésitez pas à les suivre. De toute façon, toutes les choses dont on parle et les personnes dont on parle, j'essaierai de mettre les références dans les notes de l'épisode, comme ça les gens qui voudront retrouver les infos pourront. Mais oui, 14-15 février à Bruxelles. C'est l'occasion de découvrir aussi des gens qui peut-être justement sont plus dans le nord de la France ou même en Belgique et qui ont envie de découvrir un nouveau salon. Ouais. Et découvrir des nouveaux créateurs, créatrices. Tricot, laine, fil. Il y aura ça. Il y aura Mylène de Folie Ordinaire aussi, celle avec qui j'étais au CSF, qui m'a invitée pour une journée sur son stand, elle sera là. Et il y aura aussi Rétro Reset, Laura, on sera côte à côte en stand. Super. Voilà. Donc tu pourras faire le lien. Ouais, c'est ça. Donc c'est trop chouette. Donc, rencontrer les gens qui ont réalisé les patrons que toi t'as mis en ligne, mis en papier. Ouais. Non, ça c'est cool. Laura, je la connais, c'est devenu une copine grâce aux réseaux sociaux. Et c'est une nana en or. Donc elle, clairement, ce que vous voyez sur Instagram, c'est la vraie. Et justement, sur les réseaux sociaux, le rapport aux personnes qui achètent tes patrons, qui les cousent, comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu repartages facilement ? Est-ce que tu décides, tu les partages pas forcément dans ton feed ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça s'est trouvé comme ça ? Justement, pour parler de la diversité des gens qui peuvent te coudre, ou comment ça se passe ? En story, je les repartage assez facilement dès qu'on m'identifie et que je suis sur mon téléphone, il n'y a aucun problème. Ouais. Sur Insta, un peu moins parce que, encore une fois, la com, ça me fait chier. Enfin, c'est pas mon truc. et en général, quand ça m'est arrivé et quand je repartage des gens, je leur demande déjà avant. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, quand on m'identifie sur une photo, une publication, je vais pas prendre la photo et la publier aussitôt parce que pour moi, il y a la notion de consentement. Est-ce que tu veux apparaître aussi sur mon Insta ? Ouais. Je trouve ça très important. Même si toi, tu te montes sur Instagram, tu peux avoir 100, 200, 300, voire un peu plus d'abonnés. Moi, j'en ai plus. Donc, en fait, directement, avoir ta tête sur un mur ou sur un profil où il y a plus de 20 000 abonnés, peut-être que ça peut te faire un peu flipper, tu vois. Enfin, moi, je le prends comme ça. Donc, je demande en général aux gens si je peux partager. Mais oui, je partage peu les réalisations sur mon feed parce que comment dire, j'ai pas de calendrier de publication, rien du tout. Encore une fois, ça fonctionne un peu au jour le jour. Ouais. Comme dans tout ce que je fais en fait, je me rends compte. Si ça fonctionne. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Je me prends vraiment pas la tête. Je pense qu'on commence à se prendre la tête quand on a envie de développer autrement ou quand on a envie de donner une direction différente à son travail sur Insta en fait. C'est ça, tout à fait, je pense. Alors que là, non, c'est vraiment, je fais comme j'ai envie de faire. Et si Instagram, des fois, ça m'arrive de rien faire pendant 3 semaines sur Insta parce que Insta, c'est énergivore, quoi. Enfin, ça prend, je trouve, Instagram. Bien sûr. Donc, je préfère mettre cette énergie ailleurs.
Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, tu dis que tu es en train de créer ton site internet. Ouais. Est-ce qu'il y a une date ou est-ce que c'est un work in progress? Alors, non. Normalement, ça sort en janvier, fin janvier peut-être. D'accord. J'ai fait appel à une petite... oui, c'est ça. En ce moment, oui, je travaille avec Olivia. Ouais. J'ai fait appel pour qu'elle fasse mon site internet. En fait, ça fait des années que j'essaie de le faire toute seule et j'y arrive pas. Et ça prend un temps fou. Et en fait, quand je finis une page, je refais une et je me dis non, là, il y a un truc qui cloche, je recommence. Et c'est interminable, en fait. Ouais. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un et c'est bien. Voilà. Donc, normalement, fin janvier, je vais avoir mon site internet et il n'y aura plus Etsy. Alléluia. D'accord. Oui, c'est une fonction, une plateforme de vente intéressante, mais qui prend quand même un certain nombre de frais. Ouais, il y a des frais quand même. Je crois que, moi, je me cache pas sur les prix de mes patrons ou quoi que ce soit, mais par exemple, j'avais fait un truc, un patron à 10 €. À la fin, moi, il me reste 7 balles. Etsy m'envoie 7 € et quelques. Donc, c'est quand même énorme ce qu'ils prennent. Ouais. Plus de 20%. Et ensuite, il y a l'URSSAF qui reprend encore une vingtaine de pourcents. De la somme de départ et pas de la somme que tu as à la fin. Non, de la somme à la fin, parce que Etsy, c'est un... Enfin, comment dire de ce qui arrive sur mon compte, en gros. D'accord. Donc, quand même, à la fin, il ne te reste pas grand-chose une fois tous les frais enlevés. Donc, j'ai hâte de passer sur mon site internet et voilà. Oui, c'était forcément un impact financier de le faire réaliser, mais à terme, ça va être positif, quoi. C'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, Etsy, ça bug énormément, je trouve. Ouais. Moi, sur un patron sur 10 de vendus, j'ai un message de l'acheteuse ou de l'acheteur qui me dit « J'ai pas reçu le lien ». Oui, voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, t'es obligé de leur envoyer « Est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse mail ?» Puis aller sur ton adresse mail et renvoyer le patron. Et avec Etsy, il y a un truc, c'est que t'as des badges de certification. Ouais. Et t'as un badge meilleure vendeuse, meilleur délai de réponse ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, le badge pour les réponses, c'est-à-dire qu'il faut répondre sous 24 heures. C'est-à-dire qu'il faut être collé à son téléphone. Faut être collé à son téléphone, ouais. Donc c'est chiant. Oui, si tu réponds pas comme ça, tu perds en visibilité, en fait. C'est ça. Le Etsy, ouais. C'est pas juste le plaisir d'avoir les badges. Ouais, non. C'est vraiment, c'est utile d'avoir les badges. T'es un meilleur vendeur ou quoi que ce soit, ça sert. Très bien. Donc, une nouveauté à venir très positive pour toi. Sûrement pour aussi l'expérience cliente de retrouver tous tes patrons au même endroit, présenter autrement, etc. Ouais. J'avais une dernière question. C'était sur... tu fais de temps en temps des retours de Chine avec des présentations de tissus que tu vas chercher sur des marchés, les brocantes. Toi, justement, tu as cette éthique de comment ça se passe en termes de matériaux que tu utilises pour réaliser tes prototypes, etc. et ce que tu coupes pour toi. Ouais, en fait, je fais beaucoup de retours de Chine parce qu'en fait, à Rouen, on a la chance d'avoir toutes les semaines, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des marchés avec des brocanteurs. Ouais. Et les brocanteurs, en fait, ils font des vides maison, des vides ateliers, et du coup, dans ces vides maisons, des fois, il y a des ateliers de couture. Mmh. Et ça arrive souvent que je trouve des tissus, des draps, des choses comme ça. Et donc, tous les vendredis matins, moi, je fais mon petit tour au marché. Bon, ça arrive très souvent que je rentre bredouille, hein, je trouve un truc toutes les 3 semaines, donc voilà. Et donc en termes de tissu, c'est comme ça que je me fournis, c'est que je fais mon petit tour tous les vendredis matins, des fois je trouve des trucs, des fois non. Et j'ai la chance aussi d'avoir un ami, Clément, de Brocante Clément, qui, dès qu'il trouve des choses en maison, m'envoie des photos en me demandant si ça m'intéresse ou pas. Ouais. Ça, c'est chouette en vrai, c'est vraiment cool. Donc j'ai pas mal de stock dans mon atelier de tissus de seconde main, de tissus que j'ai récupérés sur les vides-greniers, les brocantes. Et après, donc tous mes prototypes, je les fais dans des tissus donc chinés. Et j'achète rarement du tissu neuf. C'est vraiment quelque chose qui est de moins en moins présent. À part au CSF, je sais que je vais aller voir les copines Coucoule et puis Callison et que je vais leur acheter un petit tissu parce que déjà, ça me fait plaisir et ça les soutient aussi. Mmh. Mais c'est assez rare, en vrai, que j'achète du tissu neuf. Ouais, et c'est une façon de faire que tu avais avant de créer ta marque aussi? Ah ouais, totalement. En fait, c'est un truc, quand j'étais aux Beaux-Arts, clairement,
je faisais les poubelles pour trouver des matériaux pour pouvoir produire. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là depuis des années et ça m'a pas quitté. Et j'en suis arrivée à un point où je culpabilise maintenant quand j'achète un truc neuf. Mais dans toute ma vie, et c'est chiant. Ça en devient très très chiant par contre. Ouais. Mais ouais, une paire de chaussettes neuves, je vais culpabiliser parce que je sais que, enfin voilà. Techniquement, tu pourrais en trouver plein de déjà utilisés à d'autres endroits. Ouais. Et je pense surtout, en fait, moi, l'écologie, j'y fais très attention à la manière dont c'est produit, mais c'est surtout par qui. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal, en fait. Je crois, c'est vraiment quand je vois les fringues, enfin, ça me scandalise tellement qu'en fait, quand j'achète un truc neuf, je me dis purée, par qui ça a été produit, en fait. Bah puis ouais, puis moi je vois pas mal d'images aussi de tout ce qui se passe en Afrique avec tous les lots de fringues utilisées qui enfin ça fait peur. Donc les rares fois où je peux acheter un truc neuf, je me dis je vais le garder, je vais le garder très longtemps. C'est ça, par contre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la même chose. Quand j'achète un truc neuf, je fais vraiment très attention. Et de toute façon, il faut. Après, il n'y a pas à culpabiliser. Personne. Enfin, chacun fait comme il le souhaite. Et moi, là, c'est vraiment, personnellement, enfin, on a tous et toutes ces valeurs, en fait. Ses propres valeurs, et on vit avec. Et ouais, voilà. Je pense que je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, non, on n'est pas. C'est difficile de faire au mieux suivant ses valeurs. Et voilà, tout en n'ayant pas... alors, ça peut se retourner contre soi. Hein, je comprends parfaitement ce que tu dis. Parce que ça m'est arrivé de le vivre à certains moments dans ma consommation. Mais il y a aussi ce côté... il y a d'autres gens qui vont se sentir culpabilisés de ne pas réagir, de ne pas fonctionner de la même manière. L'idée n'est pas de culpabiliser les gens. L'idée est peut-être de leur proposer des idées et de se dire qu'en fait, il y a peut-être d'autres possibilités pour se fournir en tissu. Et on peut forcément trouver des tissus d'occasion sans habiter Rouen, que ce soit les différents Emmaüs, que ce soit même les sites d'échange de tissus, parce que finalement, si une copine a acheté du tissu neuf, ne l'a jamais utilisé, même s'il n'est pas utilisé, l'idée c'est de pas le laisser de côté, pas le jeter. Ni de le jeter, ça peut être chouette. Et puis réutiliser des vêtements, ou enfin il y a plein de solutions quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est tout à fait ça. Par exemple, à l'image de Maëlie Paris. Exactement. Cette marque, enfin voilà, c'est-à-dire que eux, ils travaillent principalement. Alors ils font ils font des collections de patrons, mais ils font aussi jusqu'à présent ils créent les vêtements à partir de leurs patrons qu'ils commercialisent. Et les tissus utilisés sont des tissus qui sont déjà qui sont de la récupération. Et ils font aussi des kits d'accessoires avec des tissus justement de récupération. Et ils font régulièrement des ventes de tissus utilisés qu'ils vont chercher dans des lieux de stockage en fait de tissus utilisés quoi. Ouais, ça franchement c'est vraiment cool. C'est une bonne démarche et en plus leurs modèles sont canons. Ouais, voilà, Maëlie Paris c'est vraiment, enfin voilà, c'est quand tu me disais vers quoi tu t'aimerais tendre, ce genre de boîte c'est clairement un modèle qui t'inspire. Ouais, ça me plairait bien. Je le ferai pas parce que pour moi c'est beaucoup de responsabilité. Mais ouais, c'est clairement un modèle qui m'inspire. Et quand j'ai vu émerger cette boîte-là, je faisais déjà pas mal de couture et j'avais déjà mes trucs un peu upcyclés. Et je crois que j'avais certains de mes patrons qui étaient sortis. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, bah nickel. C'est ça qu'il faut en fait. Pour moi, c'est l'avenir de la couture. Ce genre de modèle de boîte. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qui enferme pas les gens. Et en même temps, écologiquement et éthiquement, c'est trop bien. Ouais. Et ils avaient fait d'ailleurs une série, je sais plus si c'était au mois de mai, où en fait on leur envoyait des tissus déjà utilisés et les gens émettaient une idée de ce qu'ils avaient envie de faire. Genre ils avaient fait une veste de pluie à partir d'une tente. Il y avait plein de projets super sympas, c'est à retrouver sur leur Insta. Ils avaient fait plein de petites vidéos, ils s'étaient donnés à fond. Donc c'était assez chouette. Ouais, franchement, c'est cool comme boîte. C'est vraiment une belle boîte. Et une belle personne, c'est surtout ça aussi. Oui, bah ils portent bien leur projet, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Et ben écoute, est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais partager ? Tu viens de sortir 2 patrons.
Donc le manteau arty et une robe salopette Twiggy, inspiration un peu 70s. T'as sorti ça en même temps qu'un pull et qu'un bonnet réalisé par Mylène de Folie Ordinaire, et vous aviez fait une petite capsule, on va dire, au moment du CSF. Tes patrons sont surtout proposés en PDF. T'en avais réalisé quelques-uns en pochette pour le salon. Pour Bruxelles, tu reproposeras des patrons pochettes. Comment ça se passe ? Ouais, pour Bruxelles, je vais faire une sélection de certains de mes patrons. Je vais pas tout faire parce qu'il y en a qui demandent à être retravaillés. Ouais. Je vais faire une sélection pour qu'il y ait plusieurs modèles proposés en version pochette. Là, d'ici quelques jours, il va y avoir aussi donc Twiggy et Arty qui vont être remis en pochette sur mon site parce qu'il en reste. Et puis voilà. Très bien. Et puis pour l'instant, pas de nouveaux patrons en route, mais sûrement bientôt de la créativité en route. C'est ça, la créativité va arriver. Là, je suis à l'atelier aujourd'hui, donc peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une idée qui va popper. Eh ben écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir reçu, Margot. Si vous voulez voir un petit peu le processus de Margot pour réaliser, il y avait la présentation du manteau arty qui était assez chouette avec toutes les toiles que tu avais réalisées et qu'est-ce que tu avais changé à chaque fois. C'est vrai que c'est super inspirant et ça montre un peu l'envers du décor de qu'est-ce que c'est créer un patron et comment le modifier. Vous pourrez retrouver donc tous tes patrons sur Etsy pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc Domum, c'est ta marque de patron, c'est DOMUM. Oui, tout à fait, création Domum. Ouais. Et bientôt sur ton site internet. Tout à fait. Voilà. Tout dit. En tout cas, le plaisir était partagé. Eh ben merci beaucoup d'avoir répondu à cette proposition. Et puis j'espère que vous aurez eu plaisir vous à l'écouter et à découvrir Margot et son univers un peu rétro-pop. Et un peu fou et un peu sympa. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça sur Insta, entre autres. À très bientôt, Margot. À bientôt et merci encore. Merci. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi. Tu veux en savoir plus sur mon travail ? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite!